Allemand, les Panzer I et II. L'une des idées toutes faites sur la Seconde Guerre mondiale est que les victoires allemandes du début de la guerre ont été remportées grâce à la supériorité des chars allemands sur ceux de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Union soviétique. Cela explique certainement en partie le grand nombre de victoires, mais les justifier par ce simple facteur serait une explication simpliste. La supériorité numérique et technologique allemande dans certains secteurs était incontestable. Elle a servi de support aux images de la propagande allemande, les caméramennes forgeant ainsi l'aura d'invincibilité de la Wehrmacht. Le public a donc été délibérément abreuvé de scènes montrant les Panzers évoluant au milieu de carcasses de blindés alliés, leurs équipages victorieux et souriants fiers de leur travail de destruction, avec une impression d'irrésistible efficacité dans cette guerre de mobilité. Une telle réputation fut le fruit de reportages sélectifs consacrés aux Panzer III et IV, plus gros et plus puissants, les symboles impressionnants de la puissance germanique, mais la réalité fut différente et plus complexe. La supériorité allemande ne fut jamais écrasante, sauf en Pologne. Lors des autres campagnes, en France et en Russie par exemple, le rapport de force était égal ou favorable aux Alliés. Pendant les 2 premières années de la guerre, l'arme blindée allemande alignait principalement des chars légers qui étaient obsolètes avant même le début du conflit. Le succès de l'Allemagne résidait plus dans l'emploi totalement novateur qu'elle faisait de ses blindés. Et pour le comprendre, il faut replonger dans l'histoire des panzers légers et l'évolution de l'arme blindée allemande. Tandis que de nombreux Allemands se voilaient la face et adhéraient aux explications de l'armistice de novembre 1918, pour Lloyd George, le Premier ministre britannique, le constat était évident. L'Allemagne et ses alliés avaient été vaincus sur le terrain. Les forces armées allemandes reconnaissaient leur défaite et vinrent signer le traité de Versailles. Les Français tenaient à réduire au minimum la puissance militaire de l'Allemagne, et c'est pourquoi le traité prévoyait de ne laisser à cette dernière qu'une armée mineure. La très puissante marine allemande qui faisait la fierté du Kaiser Wilhelm II fut maintenue en captivité dans la baie de Scapa Flow. Et ce n'est que plus tard que les Allemands furent autorisés à ne conserver des bâtiments de surface que pour assurer leur défense côtière. La flotte d'U-boats qui avait failli faire plier la marine britannique fut envoyée à la casse et il fut interdit d'en fabriquer d'autres. Autre grande innovation de la Première Guerre, l'avion de combat qui depuis 1918 avait fait ses preuves et était devenu un élément incontournable des opérations militaires fut également interdit aux Allemands. Toutes les machines encore disponibles furent envoyées à la casse et la Luftwaffe dissoute. Le traité interdisait formellement à l'armée allemande de construire et d'utiliser toutes les innovations qu'elle avait expérimentées au cours de la Grande Guerre. Au moment de l'armistice, les chars n'avaient que 2 ans de service, mais cela avait suffi à démontrer leur potentiel. Leur technologie encore primaire ne permettait pas de leur attribuer une grande importance, mais il est indéniable que leur présence avait eu un fort impact sur le moral de la Wehrmacht. Même si le rôle des chars au cours de la Grande Guerre fut très exagéré, leur potentiel permettait d'envisager de changer l'aspect des opérations futures, rompre avec la doctrine meurtrière de la guerre des tranchées et réhabiliter la mobilité dans l'approche du combat terrestre. Cela n'avait pas échappé aux penseurs militaires les plus visionnaires, qu'ils fussent parmi les vainqueurs ou les vaincus. Les Allemands, de manière inattendue, avaient mis du temps à apprécier le potentiel de cette nouvelle arme. Seuls 20 à 30 de leurs nouveaux A7V avaient été produits à la fin de la guerre. Il est certain que les chars jouèrent un rôle significatif dans la planification et l'exécution d'offensives lancées par le commandement entre mars et juillet 1918, et dont le but était de pousser les Alliés à une décision avant que les Américains ne débarquent en grand nombre. Bien que les Allemands utilisèrent des chars, notamment 15 A7V qui furent engagés à Villers-Bretonneux fin avril, ceux-ci n'eurent que peu d'impact sur l'issue des combats. À long terme, il devint évident que le succès de ces opérations reposait sur l'infiltration de groupes d'hommes qui évitaient les points de résistance ennemis, passaient à travers les lignes de défense pour revenir les attaquer par derrière.
L'impact positif de ces tactiques n'échappa pas aux Allemands, malgré la défaillance stratégique de leurs offensives sur le front Ouest. Elles allaient être transposées plus tard aux opérations blindées de la Wehrmacht. L'initiative stratégique fut récupérée par les Alliés à la mi-juillet, et l'armée allemande subit alors une série de contre-attaques qui l'obligèrent à se replier sur la Belgique. Les blindés britanniques et français jouèrent un rôle non moins important dans la percée des lignes allemandes. Ce fut particulièrement évident le 8 août 1918. Pour le maréchal Hindenburg, ce fut le jour noir de l'armée allemande. Et le 8 août, l'armée britannique déploya 534 chars contre les lignes allemandes, la plus grosse concentration de toute la Première Guerre mondiale. Et peu importe que seuls 145 furent encore en état de combattre le lendemain. À cette date, les chars avaient infligé suffisamment de dégâts au moral des Allemands pour être à l'honneur dans la mythologie allemande de la Grande Guerre. Le char fut perçu comme le pilier de la victoire alliée, et cette impression fut à l'origine d'un profond changement dans la pensée allemande d'après-guerre. Même après l'armistice, beaucoup dans chaque camp considérèrent le traité de Versailles comme une simple trêve de 20 ans qui ne ferait que donner aux Allemands le désir d'une guerre de revanche. En refusant à l'Allemagne le droit d'aligner un état-major et en limitant ses troupes à seulement 100 000 hommes, l'Entente pensait avoir coupé les jarrets de l'armée allemande. Le général von Seeckt, commandant la Reichswehr, pensait bien évidemment que ces limitations pourraient devenir un avantage et l'armée prit l'habitude d'explorer de nouvelles doctrines d'emploi. Il n'était pas convaincu du besoin immédiat de revenir à une armée massive, son expérience de la Grande Guerre l'ayant amené à penser que l'avenir du combat terrestre se situait dans des armées réduites mais mobiles, expérimentées et appuyées par l'aviation. Alors que la qualité des personnels pouvait être garantie par la rigueur des procédures de sélection de la Reichswehr, l'Allemagne devait s'attacher à contourner le traité de Versailles sur les avions et les chars pour acquérir de l'expérience dans leur construction et utilisation. La Reichswehr supposait que les chars joueraient un rôle majeur sur n'importe quel champ de bataille à venir. De gros efforts furent ainsi réalisés pour les simuler lors des exercices à l'aide de maquettes en carton ou en caoutchouc. À travers un accord secret signé dans les années 20, Seeckt aida la Reichswehr à apprendre la construction et le maniement des chars en Russie. Les deux États parias de l'Europe enterrèrent leurs différences idéologiques pour entamer une coopération militaire qui profiterait à chacun. Un exemple fut celui du char VK-31, testé à Kazan en Union soviétique et construit dans des usines mises en place et dirigées par Krups et Rheinmetall. En 1931, la nomination du général Lutz, tankiste convaincu au poste d'inspecteur du transport des troupes, accrut l'influence des partisans de l'arme blindée au sein de la Reichswehr. Leur plus ardent protagoniste était Guderian. Son travail posa les bases de la future doctrine blindée allemande. Il ne manquait plus que l'impulsion politique pour lui donner corps. La nomination d'Hitler à la chancellerie allemande le 30 janvier 1933 porta au pouvoir une idéologie d'expansion territoriale prête à recourir à la force si nécessaire. La concrétisation de la vision d'une Allemagne ayant retrouvé sa grandeur exigeait une puissante armée. Contourner le traité de Versailles, quitte à commencer en secret, guida sa pensée dès son premier jour à ce poste. En 1933, le cahier des charges pour un char léger fut transmis à Krupp, qui lança la production du Panzer IA en 1934. Conçu comme un véhicule d'entraînement en attendant la construction des Panzer III et IV, lesquels devaient équiper les futures formations de combat de la Panzerwaffe. Mais cette fois, Hitler alla visiter le centre d'essai de l'armée à Kummersdorf pour assister à une démonstration de troupes motorisées, de canons anti-chars, de voitures blindées et quelques-uns des nouveaux Panzer I. Hitler fut très impressionné et enthousiaste par ce qu'il vit et s'écria « C'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je veux avoir ». Ce qu'il vit dans ces unités était un nouvel instrument de guerre qui lui permettrait d'atteindre les objectifs de son ambitieuse politique extérieure sans pour autant se perdre dans un conflit du type de la Grande Guerre. Il était convaincu que la pression de la guerre sur l'opinion publique avait, en soi, été un facteur déterminant dans la défaite de l'Allemagne.
Il avait une aversion pour toute forme d'agitation sociale et il était déterminé, lorsque la guerre serait nécessaire, de la mener à sa manière, le plus rapidement et le moins cher possible, pour éviter toute dislocation de l'équilibre socio-économique. C'est pour cette raison qu'Hitler devint un partisan enthousiaste de l'arme blindée. Avec von Blomberg au ministère de la Guerre et von Fritz à la tête des armées, il avait 2 officiers sympathisants du développement de l'arme blindée. En juin 1934, Fritz nomma Lutz à la tête de l'inspection des troupes mécanisées, avec Guderian comme chef d'état-major. Avant la fin de l'année, la première brigade de Panzer était sur pied, la première unité véritablement blindée de l'armée allemande. En 1935, Hitler annonça officiellement que l'Allemagne ne respecterait plus le traité de Versailles. En octobre, 3 Panzer-Divisions étaient créées et l'on peut voir ici l'une d'elles paradant dans sa ville de garnison sous les acclamations des habitants. Les chars montrés ici sont des Panzer 1A. Alors que les unités de Panzer sortaient de l'ombre, leurs activités devinrent un sujet d'intérêt pour les actualités cinématographiques. À ce stade, ils filmèrent des tankistes sur Panzer 1, participant à une Panzerfest, une manœuvre en terrain libre, organisée par l'armée. La plus grande et la plus théâtrale démonstration était le Tag den Wehrmacht, le jour de l'armée, qui avait lieu chaque année pendant la semaine de fête du parti nazi à Nuremberg. Ces images montrent la transition de l'armée allemande. On y retrouve beaucoup d'aspects datant de la Première Guerre mondiale, bien que les avions et les chars préfigurent le basculement technologique à venir. D'un point de vue politique, cela suggère le lien très fort unissant le parti et la Wehrmacht. « 1936 fut une année significative pour le régime nazi et pour l'armée allemande. En mars, Hitler prit ses premières libertés par rapport au traité de Versailles en réoccupant la région Rhin-Ruhr. 6 mois plus tard, l'Allemagne accueillait les Jeux Olympiques. Quelques mois plus tard, le public allemand découvrit un film d'un intérêt majeur. Il montrait ouvertement pour la première fois l'armée allemande participant à un exercice depuis la réintroduction du service national, en dépit du traité de Versailles. Il montrait l'armée adoptant progressivement les blindés dans une partie déterminante de son organisation. L'armée était toujours, malgré tout, en transition, et on voit ici la cavalerie opérant de concert avec les Panzer 1. L'existence d'une nouvelle Luftwaffe s'étalait maintenant au grand jour, déployant pour la manœuvre un Heinkel HE-46 à voilure parasol. À l'approche de la guerre, ils avaient été remplacés par les Heinkel HS-126, plus modernes. Les Panzer 1 utilisent ici des drapeaux afin de communiquer et n'ont pas encore été équipés de radio. À ce moment-là, les 1A viennent juste d'être remplacés sur les chaînes de production par les Panzer 1B, plus gros et améliorés. En tout, 818 exemplaires du Panzer 1 seront fabriqués et mis en service aux premières années de la guerre, surtout en Afrique du Nord, aux premiers jours de la campagne de Russie. On peut noter un rassemblement inhabituel d'observateurs étrangers lors de cet exercice. Des attachés militaires venus d'Angleterre, de Pologne, d'Union soviétique et de Grèce observent les événements en cours. À ce moment, Paris et Londres se sentent de plus en plus concernés par la croissance de l'armée allemande, bien qu'à ce stade du développement de la Panzerwaffe, on ne se percevait pas réellement que l'armée blindée allemande allait devenir une menace.
Les tirs d'artillerie simulés sont exécutés avec les canons FH-18 construits par Rheinmetall, entrés en service l'année précédente. Ils sont rejoints un peu plus tard par le K-18 de 115 mm qui deviendra le standard de l'artillerie lourde allemande durant la Seconde Guerre mondiale. La juxtaposition de la cavalerie et des Panzer I est caractéristique de la transition opérée par l'armée allemande. Les Panzer I ne sont pas utilisés en appui de l'infanterie, mais en masse, bien que le film ne rende pas vraiment compte des tactiques employées. Les autres armes que l'on verra souvent dans les films de l'époque sont le canon anti-char PAK 35-36 de 37 mm, qui allait hériter du surnom d'heurtoir, tant ses performances étaient faibles au regard du rôle qui lui était imparti. Bien que les Panzer II fussent disponibles en quantité et les Panzer III et IV moins nombreux au sein de la Panzerwaffe, il y a au moins une chose précise que l'on peut voir dans le film de 1936, proche de l'armée allemande telle qu'elle apparaîtrait en 1939. Ce fut lors de grandes manœuvres comme celle-ci que les bases d'une arme blindée allemande opérationnelle furent jetées. Avec les retards infligés au programme de chars moyens, décision fut prise de développer un char léger de 10 tonnes en attendant mieux. 100 exemplaires furent construits, incluant 2 modèles, jusqu'en mars 1937, avant que le modèle final ne soit adopté et donne jour au Panzer II. Ces images datant de 1937 montrent les transmetteurs, l'infanterie et les Panzers manœuvrant en Allemagne. Le véhicule radio est un camion de transmission Mercedes-Benz G3A 654. Une caractéristique des véhicules d'avant-guerre réside dans le schéma de camouflage en 2 tons de brun sur une base de gris foncé. L'infanterie arrive tandis que 2 officiers d'artillerie portant le casque d'acier d'avant 1933 se préparent à donner leurs ordres pour le déploiement de leurs armes lourdes. Le camion, radio, déploie son mât et se prépare à transmettre les coordonnées de tir à la batterie. Une équipe d'artilleurs met en position son canon K-18 pour se préparer au tir. Ce canon pouvait tirer un obus de 43 kg à une distance maximale de 24 500 mètres. Les Panzers attaquent. Cette séquence nous donne un bon aperçu des Panzer 1B qui entreront en production en août 1935, succédant au Panzer 1A. La différence la plus évidente réside dans le châssis plus long, conçu pour accueillir le moteur Maybach NL38 plus puissant. Alors que le Panzer 1A avait 4 galets de roulement, le 1B en compte un 5e. Sur tous les autres aspects majeurs, il était similaire au premier modèle, notamment le même armement principal, peu puissant, et le même manque de protection balistique. L'importance de sa production peut se mesurer au fait que toutes les unités de Panzer l'ont utilisé de 1935 à 1940. Quelques 675 exemplaires de ce modèle ont été fabriqués jusqu'à la fin de la production en juin 1937. Ainsi, le châssis du Panzer 1B servit de base à d'autres variantes et à des canons automoteurs. Quoi qu'il en soit, le Panzer 1B devait participer à tous les combats jusqu'en 1941 où il fut finalement retiré du service opérationnel, beaucoup des exemplaires survivants atterrissant dans les écoles de conduite de chars. En janvier 1937, 80 Panzer I furent envoyés en Espagne par Hitler pour soutenir la force nationaliste de Franco lors de la guerre civile. L'unité, désignée comme la 88e blindée, était composée de volontaires et fut commandée par le major Wilhelm Ritter von Thoma. Plus tard, quelques exemplaires du Panzer II naissant furent également déployés. Cette expérience prouva que le Panzer I était déjà vieillissant et que le Panzer II devait le remplacer. Après l'Anschluss, Hitler passe ici en revue les Panzers qui avaient marché sur Vienne avec le corps expéditionnaire. Le chef de char du Panzer II de tête porte les couleurs de la division.
Le développement d'un char léger pour la cavalerie aboutit à la production du Panzer II-D, hormis la tourelle reprise du modèle d'origine. Il s'agissait d'un nouveau concept. L'occupation de la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939 fut, pour les Allemands, une prise de choix au profit de leur industrie d'armement. Les officiers de l'arme blindée furent particulièrement intéressés par les sociétés CKD, Prada et Skoda, chargées à l'époque de la production et de l'exportation des chars tchèques. On peut douter que l'absorption de 469 chars tchécoslovaques et la production de 2 modèles supplémentaires aient eu un impact significatif sur l'appareil de guerre allemand au cours des 2 premières années du conflit. Cependant, la production du CKD allait rester active sous une forme ou sous une autre jusqu'à la fin de la guerre en 1945. L'armée allemande adopta le LTVZ-38 sous le nom de Panzer 38T. Le LT-35 avait été le char de combat de l'armée tchécoslovaque. Les Allemands se l'approprièrent sous la désignation de Panzer 35T. Le plus grand défilé militaire de l'Allemagne d'avant-guerre se tint le 20 avril 1939 pour fêter l'anniversaire de Adolf Hitler. Avec les chefs suprêmes de la Wehrmacht, il salua les troupes presque 2 heures durant. Un nombre impressionnant de Panzer II de différents types défilèrent en procession ou étaient transportés sur des porte-chars. On peut voir ici un Panzer II-D, très rare sur les images de l'époque, transporté sur le plateau d'un camion 6-4. À peine 7 mois après la prise de ces images, la plupart, si ce n'est la totalité des véhicules et autres équipements, étaient engagés au combat en Pologne. Le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, les forces terrestres allemandes franchirent la frontière polonaise. À leur tête se trouvaient quelques 3195 Panzers. La reddition rapide de l'armée polonaise amena beaucoup de gens à penser que cette victoire était due à la première utilisation des blindés au combat, alors qu'en réalité, les Polonais furent dépassés par la tactique classique du double enveloppement dans laquelle les Panzers jouaient un rôle majeur, mais non décisif. Sur le papier, l'armée polonaise apparaissait impressionnante, capable de mobiliser plus de 3 millions d'hommes. Elle alignait 38 divisions d'infanterie, une brigade motorisée, 11 brigades de cavalerie, 745 avions, pour la plupart obsolètes, et 1134 véhicules légers ou faiblement blindés. C'est la vitesse à laquelle une telle force fut vaincue qui stupéfia le reste du monde. Les Panzers de l'invasion étaient répartis parmi 6 Panzer-divisions et 4 divisions légères. Les nouveaux chars moyens Panzer III et IV ne constituaient qu'un faible pourcentage des forces blindées engagées. 2886 de ces engins étaient des chars légers, en grande partie des Panzer I et II déjà dépassés. Beaucoup succombèrent sous les coups des canons anti-chars Bofors de 45 mm, les artilleurs polonais étant aidés par les croix allemandes peintes en blanc sur les fronts des chars. Elles furent occultées plus tard pour éviter de donner à l'ennemi un point de visée. Quoi qu'il en soit, il devint évident que durant la campagne de Pologne, malgré l'avance rapide de certaines unités, telles que les 19 Panzerkorps de Guderian, les unités de chars légers subissaient trop de pertes. Guderian admit que l'armée allemande ne pensait jamais le haut combat avec les Panzer I. C'était une machine d'entraînement. En réalité, la guerre d'Hitler arrivait 3 ou 4 années trop tôt pour l'armée allemande.
112 Panzer 35T furent engagés avec la première division légère et ils donnèrent toute satisfaction, leurs canons et leurs blindages se montrant efficaces dans les conditions rencontrées lors de la campagne. Hitler fit beaucoup de visites sur le champ de bataille pour soutenir le moral de ses troupes, de même que pour voir de lui-même l'impact de son armée et de sa force aérienne sur les forces polonaises. Il s'intéressa particulièrement à l'action des chars. Dans cette séquence, on voit les blindés allemands entrer dans Cracovie. Peu après, les équipages se reposent. La ville est pleine de Panzer 1, 2 et 38T, de même que de voitures blindées SDKFZ 231 à 6 roues. Les troupes en profitent pour nettoyer les canons, refaire les pleins de carburant et de munitions avant de repartir pour leur prochain objectif. Un court moment de relaxation donne le temps aux tankistes de se laver, de se reposer. Équipage et machines sont couverts de la poussière des routes polonaises. La reprise de l'avance des Panzers amena les forces allemandes à portée de Varsovie dès les premiers jours de la campagne. Bien que les Panzer 1 et 2 aient équipé le gros des troupes blindées lors des campagnes, la disponibilité du Panzer 38T donna aux Allemands un char doté de l'armement du Panzer III, monté sur un châssis moitié plus léger. 59 d'entre eux servirent en Pologne avec la 3e division légère. Les plus lourdes pertes infligées par les Panzers durant toute la campagne le furent principalement après le début du siège de Varsovie. Bien qu'encerclés, les Polonais refusèrent de se rendre, même lorsque la ville était pilonnée par l'artillerie. La décision fut alors prise de lancer les Panzers à travers Varsovie. La 4e Panzer Division engagea 120 chars et en perdit plus de 60 en un seul jour. Les Allemands découvrirent que le combat de rue n'était pas un terrain sur lequel il fallait utiliser les blindés. Au moment où les Polonais se rendirent, la Panzerwaffe comptait des pertes parmi ses chars légers, dont 89 Panzer I, 78 Panzer II et 6 Panzer 35T, bien que d'autres sources aient annoncé des chiffres supérieurs. Il est clair que les Panzer 1 et 2 furent très sollicités en tant qu'engins de combat. Avant même la fin de la campagne de Pologne, Hitler avait ordonné à l'état-major de l'armée de préparer un plan d'invasion de l'Ouest à exécuter dès le début de l'automne 1939. Bien que l'opération ait été annulée à plusieurs reprises, les unités allemandes s'entraînèrent fréquemment, même au cours de l'hiver 39-40, pourtant rigoureux. Dans la campagne enneigée de l'Allemagne orientale, les Panzer 1 et 2 servirent de plastron à l'infanterie et aux unités anti-chars qui utilisaient le PAK 35-36 de 37 mm. Le film original montre également une multitude de blindés, dont des Panzer 3 et 4. Pour certains équipages des Panzer 2, cette expérience hivernale allait se montrer très utile lorsqu'en avril, Hitler décida de devancer les Alliés qui projetaient d'occuper la Norvège.
raison de la proximité de la date prévue pour son invasion de l'Ouest, Hitler ne pouvait engager que très peu de chars pour l'opération Weserübung, l'occupation du Danemark et de la Norvège, en avril 40. En l'absence des précieux Panzer III et IV, 3 Panzer Neubaufahrzeuge furent équipés pour mener un petit contingent de blindés légers, le Panzer Bataillon 40. 15 Panzer 38T furent également utilisés. À la suite de la reddition du Danemark, ils furent transférés en Norvège avec un certain nombre de Panzer I et de Panzer II. Ils furent employés en priorité en appui de l'infanterie et engagèrent les troupes françaises et britanniques. Bien que les Français déployaient de nombreux chars légers Renault, il n'y eut pas de combat de chars sur ce terrain. Les Panzer 38T retournèrent en Allemagne avant même la fin de la campagne de Norvège, à temps pour servir en France. Le 10 mai 1940, peu avant l'aube, tous les avions de combat disponibles dans la Luftwaffe décollèrent et se dirigèrent vers les aérodromes et d'autres cibles en Hollande, en Belgique et en France. La surprise fut totale. 300 appareils alliés furent détruits au sol. Mais l'assaut aérien, le début de l'offensive allemande tant attendue à l'ouest, fut si imposant qu'il suggérait un objectif principal situé aux Pays-Bas et au nord de la Belgique. Le haut commandement allié supposa, comme l'avaient voulu les Allemands, que Hitler lancerait ses forces au nord de la Belgique, longeant la frontière hollandaise et poussant au sud vers la France, dans une répétition années 40 du plan Schlieffen. Achtung, das Ziel im Raum von Dünkirchen ist erreicht. Après les bombardiers vinrent les avions de transport Junkers 52, larguant un grand nombre de parachutistes au-dessus de la Hollande. D'autres unités d'opération spéciales furent déposées en planeur sur les fortifications belges. Pour les officiers de renseignement alliés, cet effort massif des Allemands ne faisait que confirmer leurs suppositions. Ils reçurent des renforts supplémentaires quelques heures après, lorsque les troupes du groupement B commandées par von Bloch et composées de 3 Panzer-Division et de 23 divisions d'infanterie franchirent la frontière et traversèrent la Belgique et la Hollande. Face à cet assaut allemand, les Hollandais et les Belges choisirent de se replier et d'attendre l'arrivée des troupes alliées. La 18e armée allemande progressait à travers la Hollande, tandis que plus au sud, la 6e armée poussait à travers le nord de la Belgique. Les Alliés ne soupçonnaient pas que c'était en réalité un plan pour les attirer en Belgique. Le piège se refermait. Le matin suivant, les Alliés envoyèrent toutes leurs forces du nord de la France à travers la Belgique, obligeant les Allemands à occuper la ligne délimitée par la rivière d'Isle. La stratégie française était purement passive, rejetant consciencieusement toute velléité d'attaque. Ils attendaient les Allemands en Belgique et entendaient bloquer leur avance vers le nord de la France. Les routes allant vers le nord furent saturées par l'avance des unités françaises et britanniques et de leur soutien logistique. Le général Bernard Montgomery notera plus tard que le mouvement s'était déroulé avec la précision d'une horloge. Les forces alliées positionnées en Belgique étaient suffisantes pour briser la déferlante allemande qu'elles attendaient venant du nord du pays. Dans leur conviction aveugle qu'ils ne pouvaient emprunter aucune autre route, ils avaient négligé les Ardennes. Ils n'imaginaient pas un instant que la forêt puisse être pénétrée et permettre le passage d'unités de blindés, et le secteur était considéré comme sûr. Pour Hitler, la nouvelle des mouvements alliés qui parvint à son poste de commandement avancé fut l'un des meilleurs moments de sa vie. Il se rappellera plus tard qu'au moment où il apprit que les Alliés progressaient tout le long de la ligne de front
J'aurais pu pleurer de joie, il s'était jeté tout droit dans mon piège, déclara-t-il. Bien qu'il ne fût pas à l'origine des opérations allemandes, l'adhésion d'Hitler à la proposition de von Manstein de porter tout l'effort de la Wehrmacht de la Belgique vers les Ardennes fut le déclencheur de toute la stratégie allemande. Alors même qu'il était penché sur sa carte avec Jodl et Keitel, ses panzers fonçaient à travers les Ardennes jusqu'à la Meuse. À cet endroit résidait le véritable centre de gravité de l'offensive allemande. Sous les ordres du général von Rundstedt, 7 Panzerdivisions marchaient vers la Meuse. Après avoir sécurisé les points de passage, ils obliquèrent vers la Manche, coupant les lignes des forces alliées déployées en Belgique. C'était le Sichelschnitt, la coupure, qui signait la défaite des Alliés à l'ouest. Émergeant des Ardennes, les blindés allemands effleurèrent à peine les forces françaises qui se trouvaient sur leur chemin et foncèrent vers la rivière. Les Panzer 38T de la 7e Panzerdivision de Rommel atteignirent la Meuse à Dinant le 13 mai, tandis qu'au sud, le 19e Panzerkorps de Guderian avait fait de même à Sedan. L'action allemande dans son ensemble reposait sur les blindés et aujourd'hui, un examen plus poussé des 2574 chars rassemblés pour l'invasion de la France montre que 1478 d'entre eux étaient des Panzer 1 et 2 totalement dépassés. Avec 334 Panzer 35T et 38T tchécoslovaques, seuls 627 Panzer 3 et 4 étaient à l'égal des Semua S-35 et B1 bis français. Ainsi, les Allemands déployèrent principalement des engins inférieurs qu'ils ne purent compenser avec un nombre supérieur. Le nombre de chars anglo-français dépassait celui des Allemands. Ce qui importe, et c'est ce qui fit la différence lors de cette campagne, ce fut la technique. Derrière les vagues de Stuka qui pilonnaient les troupes et tenaient dans l'équation une place égale à celle des chars, Guderian franchit la rivière. Rommel arriva juste derrière. Les deux généraux rassemblaient autant de blindés que possible de l'autre côté du cours d'eau. Les chars furent transportés par bac. Certains réussirent à franchir le cours d'eau par eux-mêmes et le rassemblement se poursuivait. Le 14 et le 15 mai, Guderian protesta contre l'ordre de Claes de faire une halte. Ses troupes ralentirent et il demanda l'autorisation de poursuivre l'avant sans attendre l'infanterie. Il craignait que l'avantage pris par la Wehrmacht ne lui échappât par manque d'agressivité. Le 16 mai, Guderian fut autorisé à reprendre sa progression, qui fut stoppée le 17. Il semble qu'aucune image n'ait été prise des Panzer 35T lors de la campagne de France. Du reste, seuls 143 d'entre eux furent engagés. Ceux qui servaient au sein de la 6e Panzerdivision traversèrent la Meuse à Montherm le 15 mai et furent rattachés au 15e Panzerkorps de Hoth.
Évoluant en avant des Panzers et leur fournissant un appui aérien direct, les bombardiers en piqué Stuka plongeaient sur n'importe quelle cible qui aurait pu retarder les colonnes blindées allemandes. Leur piqué presque vertical, toute sirène hurlante, avait un profond impact psychologique, presque aussi dévastateur que la bombe explosive qu'ils larguaient sur leurs objectifs. Leur contribution à la victoire, en tandem avec les chars, fut déterminante. Ce char fut l'un des 238 Panzer 38T engagés dans l'offensive. Ils appartenaient au 7e et 8e Panzer. Le 16 mai, les forces allemandes fonçaient à toute allure à travers le plat pays du nord de la France pour atteindre la Manche. Guderian écrivit « Nous sommes maintenant à découvert, les hommes sont aguerris et conscients du fait que nous venons de remporter une victoire totale, une percée. Partout, d'innombrables soldats français démoralisés commencent à se rendre, souvent avec le mot trahison sur les lèvres. » Trois jours plus tôt, la première bataille de chars lourds avait lieu en Belgique où les 3e et 4e Panzer Division du 16e Panzerkorps Bündner affrontèrent les chars de la cavalerie motorisée française. Le combat qui suivit incarna les différentes doctrines et tactiques employées par chacun des belligérants et montra, au grand jour, la grande erreur dans l'utilisation des blindés qui menèrent les Français et les Alliés à la défaite. Le 13 mai, tôt le matin, les deux Panzer Division donnèrent l'assaut aux positions françaises derrière un bombardement d'artillerie de Stuka. Les Français avaient déployé un grand nombre de chars Somua S-35, largement considérés comme l'un des meilleurs chars moyens au monde à ce moment-là. Bien armé et lourdement blindé, il était technologiquement supérieur à n'importe quel char allemand susceptible de l'affronter. En soutien se trouvaient les chars légers Hotchkiss H-35. Les Français, quoi qu'ils soient en accord avec leur doctrine d'emploi des chars, avaient dispersé ces chars en petits groupes parmi leur infanterie qui restait statique en position défensive. Les Allemands suivirent l'ordre de Guderian et frappèrent leur ennemi massivement, concentrés sur les positions des Français. Par des manœuvres rapides et agiles, ils évitèrent les points de résistance français et atteignirent les positions statiques sur leurs flancs et leurs arrières pour les isoler de tout renfort. Ils furent rapidement rejoints par l'infanterie allemande. À 17h45, les Allemands avaient écrasé les positions ennemies et le général français qui commandait donna l'ordre de se replier. Les Français avaient perdu un grand nombre de chars et les renforts allemands qui voyaient les unités se désengager avançaient au milieu de nombreux chars détruits ou abandonnés. Le 15 mai, le général Winkelmann, qui commandait les troupes néerlandaises, demanda aux Allemands d'accepter la reddition de son pays. Ce jour fut important pour les Alliés. Winston Churchill, Premier ministre depuis 5 jours, fut réveillé par un appel téléphonique du Premier ministre français, Paul Reynaud. Les Français avaient finalement réagi à la menace constituée par les blindés allemands qui arrivaient à travers le nord par la Meuse et se trouvaient en panique. Reynaud dit à Churchill, « La bataille est perdue ». Abbeville, près des côtes de la France, fut atteinte le 20 mai à 8 heures. Les forces anglo-françaises en Belgique étaient maintenant séparées de la France. Les panzers de Guderian remontaient sur la Manche vers Dunkerque, livrant aux Britanniques un combat d'arrière-garde acharné. Les Allemands ne pensaient pas que les Britanniques pourraient évacuer leurs forces par la mer. Göring assura à Hitler que l'aviation pouvait se charger de Dunkerque. L'ordre reçu par Guderian d'arrêter ses panzers lorsque la ville serait tombée revenait à priver les Allemands d'une victoire écrasante.
L'évacuation britannique improvisée, dénommée Opération Dynamo, commença le 26 mai. Le jour même, Hitler réalisa son erreur d'avoir fait stopper les chars et ordonna de prendre la ville. Les 9 jours suivants, de sanglants combats eurent lieu alors que le périmètre de défense subissait les coups de boutoir des Allemands, mais tenait bon. Dans les airs, au-dessus des plages, les tentatives de la Luftwaffe d'empêcher l'évacuation furent contrées par la Royal Air Force qui, à la même période, abattit 176 avions contre 106 pertes. Le 31 mai, un total de 63 104 soldats partirent par la mer, les derniers ayant été évacués le 2 juin. En tout, 338 226 hommes furent sauvés et ramenés en Angleterre pour former le noyau d'une nouvelle armée. Anglais et Français furent évacués par mer après avoir abandonné leur équipement lourd. Les Alliés n'étant plus présents en Belgique, Hitler avait maintenant les mains libres en France. La seconde phase de l'offensive allemande, dont le nom de code était K-Rouge, commença à 4 h du matin le lundi 5 juin. 43 divisions allemandes firent mouvement sur un front de 140 km. Le nouveau commandant-chef des forces françaises avait désespérément essayé de les retenir avec 49 divisions le long de la Somme et de l'Aisne. Mais les positions françaises avaient été brisées en moins d'une journée. Les bombardiers en piqué Stuka pilonnaient les points de résistance français. Le jour suivant, la 7e Panzerdivision de Rommel, après avoir écrasé les positions françaises de son secteur, se trouvait déjà à plus de 60 km au-delà de la Somme et seulement à 40 km de Rouen. À l'est, les Allemands avaient franchi l'Aisne et atteignirent Soissons. De violents combats de chars eurent lieu les jours suivants, à l'avantage des Alliés, et révélant aux Allemands l'inadéquation de leur armement lorsqu'ils ne l'utilisaient pas dans des conditions qu'ils avaient choisies. Le 10 juin, les panzers qui franchissaient la rivière près de Retourne furent pris à partie par un groupement blindé français. Parmi eux se trouvait un certain nombre de chars FCM-1B, le plus lourd du monde à cette époque. Ils causèrent des dommages sérieux aux Panzer 1 et 2, trop légèrement blindés, le canon anti-char de 35 mm PAC 35-36, se révélant inutile face aux chars FCM-1B et ses 60 mm de blindage frontal sur lesquels les obus allemands ricochaient. Guderian, qui était présent sur le lieu du combat, se rappellera plus tard à ce sujet « J'essayais en vain d'immobiliser un FCM-1B à l'aide d'un canon anti-char français de 47 mm pris à l'ennemi, mais les projectiles rebondissaient sur l'épais blindage du char. Les canons français de 25 et 37 mm étaient aussi inefficaces. Et à cause de cela, nous subîmes de lourdes pertes. » Au nord de Ville-sur-Retourne, les chars allemands détruisirent plus de 100 véhicules blindés allemands, mais ces succès locaux dus à la supériorité technique individuelle des chars français n'eurent aucun impact, car la position globale des Français fut submergée par la vitesse de l'avancée ennemie, combinée à la supériorité numérique absolue que les Allemands avaient à ce moment de la campagne. La célérité des colonnes blindées peut être mesurée au nombre de villes et de villages pris. Le 17 juin, la 29e division d'infanterie motorisée de Guderian atteint la frontière suisse. Le 18, von Manstein prend Le Mans et Rommel Cherbourg sur la presqu'île du Cotentin. Le 19 juin, le 15e Panzerkorps de Hoth prend Brest, sur la côte bretonne, et le 20, Lyon tombe aux mains du 16e Panzerkorps. Paris elle-même, trophée ultime, avait été déclarée ville ouverte par le gouvernement français et la 87e division d'infanterie allemande y était entrée le 14 juin. Plus de 2 millions de Parisiens avaient fui la ville et la plupart de ceux qui étaient restés choisirent de se cloîtrer chez eux, peu enclins à être les témoins de l'humiliation de voir les troupes allemandes marcher dans les rues pour la deuxième fois en moins de 80 ans.
La fin arriva rapidement. Le samedi 22, Allemands et Français signèrent l'armistice à Compiègne. La bataille de France était terminée. Cela prit 3 semaines aux Allemands pour amener les Yougoslaves et les Grecs à la défaite à la fin du printemps 1941. 6 Panzer-Divisions étaient déployés dans les Balkans, et alors que ces images montrent un grand nombre de Panzer II, aucun Panzer I n'avait été engagé. La décision de stopper la production du Panzer IB ayant été prise après la campagne de France. Contre un ennemi peu pourvu en chars et avec des défenses anti-chars négligeables, le Panzer II faisait encore tout à fait son office, comme il le fit dans la campagne des Balkans. Le fait qu'Hitler se soit contenté d'envoyer en majorité des chars légers pour envahir l'Union soviétique permet de mesurer le peu de crédit qu'il accordait à la puissance militaire russe. Sur les 3332 chars qui furent engagés dans l'opération Barbarossa, 410 étaient des cercueils chenillés Panzer I, 746 des Panzer II, 623 des Panzer 38T et 149 des Panzer 35T. Alors que les chars légers contribuèrent aux remarquables victoires des premières phases de la campagne, les pertes subies par ces machines augmentèrent de manière substantielle. En Espagne, plusieurs années auparavant, le blindage du Panzer II et de tous les chars légers s'était montré vulnérable aux obus de 45 mm du T-26 soviétique. Parmi eux se trouvait le Flamme-Panzer II, une version lance-flamme du Panzer II-D. Il n'était pas efficace et fut retiré du service en mars 1942. La dernière version du Panzer II fut le modèle F, qui quitta les chaînes de production en mars 1941. Sa principale caractéristique était la plaque aplatie sur le compartiment avant, et l'on peut voir ici la coupole du chef de char sur la version standard. Le canon de 20 mm du Panzer II se montra inefficace lorsqu'il affronta ses homologues soviétiques. Le blindage du T-26, du T-38 et du T-60 pouvait être perforé assez facilement. La plus importante variante du Panzer I qui resta en service alors que le Panzer I avait été retiré des unités fut la version commandement. En 1941, le Panzer I semblait incroyablement fragile et d'une valeur militaire douteuse, et la plupart des exemplaires terminèrent leur carrière dans le rôle pour lequel ils avaient été conçus, l'entraînement. Les Panzer II et III servirent aussi en Finlande du Nord, un théâtre sur lequel ils avaient été durement mis à l'épreuve en tant que machine de combat, tant le terrain était éprouvant pour n'importe quel type de blindé. Dans les premières semaines de l'opération Barbarossa, les colonnes allemandes étaient entrées profondément en territoire soviétique, formant d'imposantes têtes de pont, ce qui allait pousser Hitler à décider que l'armée rouge devait être détruite à l'ouest de la rivière Dniepr. Les liens étroits entre blindés observateurs aéroportés tels que le Fiesler Stork permettaient aux Panzers de répondre rapidement à toute menace potentielle. Pas moins de 5 Panzer Division sur les 17 engagés dans Barbarossa étaient dotés de Panzer 38T. Les combats en Russie étaient bien plus durs et en conséquence, pas moins de 796 Panzer 38T furent perdus dans les 6 premiers mois de la campagne. 159 Panzer 35T entrèrent en Russie avec la 6e Panzer Division le 22 juin 1941. Affectée au groupement Nord, la 6e Panzer prit part à la marche sur Leningrad. La division fut rappelée à l'arrière et transférée au groupement Centre avec lequel elle fut engagée dans l'opération Typhon, l'offensive allemande sur Moscou. La division subit de lourdes pertes, les 35T se montrant capricieux par grand froid. Le seul exemplaire survivant, surnommé Anthony le Dernier, fut perdu le 10 décembre 1941, au moment où la division n'avait plus de Panzer Division que le nom. À la mi-septembre, le gros de la Panzer Division servant avec le groupement Nord fut réaffecté afin de prendre part à l'opération Typhon. Le 4e Panzer Group de Hoth s'infiltra à contre-cœur alors qu'il s'apprêtait à prendre Leningrad. Le mardi 30 septembre, les Allemands commencèrent leur assaut sur les défenses autour de Moscou, alors que les premières neiges du front de l'Est étaient tombées à peine une semaine plus tôt.
À la fin du mois de février 1942, les contre-offensives soviétiques se dissipèrent. La ligne de front commença à se stabiliser. Des contre-attaques locales pour reprendre des villages furent défaites, comme ici avec de petits détachements de Panzer 38T, appuyés par de l'infanterie mécanisée et des véhicules de commandement. Alors même qu'au moment de la mise en place de Barbarossa, les Panzer 38T constituaient pas moins d'un quart du nombre total de Panzer engagés, la campagne avait montré les faiblesses de ce char en termes de blindage et d'armement inadapté. Le nombre toujours important d'exemplaires en service est prédestiné à être utilisé pour la campagne d'été à venir, mais il était clair que ces jours en tant que machine de combat étaient comptés. De tous les chars légers en service au moment de l'arrivée des forces allemandes dans l'Afrique du Nord à la fin février 1941, un grand nombre étaient des Panzer I et Panzer II en dotation au sein des 5e Panzer Division légères et plus tard de la 15e Panzer Division. Le Panzer II occupait une large place dans le parc de chars de l'Afrika Korps. Par exemple, sur les 249 chars à la disposition de Rommel au moment de l'offensive britannique de novembre 1941, pas moins de 75 étaient des Panzer II. Ceux-ci subirent de lourdes pertes. Le blindage peu épais, au maximum 30 mm, pouvait facilement être perforé par les canons britanniques de 2 livres montés sur les chars Cruiser et Crusader. Son armement principal ne valait pas mieux, le canon de 20 mm dont il était armé ne causant que peu de dégâts. Quoi qu'il en soit, les grands espaces du désert lui permirent d'effectuer ses missions de reconnaissance avec efficacité. Bien qu'au début de l'année 1942, Hitler ordonna que la production de châssis de Panzer 38T fût directement consacrée à celle des canons automoteurs, il restait encore un nombre suffisant de chars en service sur le front de l'Est pour figurer sur les images et journaux filmés de l'époque. Les Panzer 38T de la 2e Panzer Division furent employés dans la neutralisation des forces soviétiques sur la péninsule de Kerch lors de la campagne de Crimée en mai. Juste après, les Panzer II et 38T furent engagés parmi les 1500 chars déployés pour K-Bleu, l'offensive allemande vers les puits de pétrole du Caucase et vers Stalingrad. Ceux vus dans la dernière partie de cette séquence, qui avancent dans la steppe fleurie, sont engagés dans la marche Rostov en juillet 1942. Les toutes dernières images prises d'un Panzer II sont celles d'un char du SS Panzerkorps en février 1943. Juste après, les Panzer II et 38T survivants furent relégués à d'autres rôles, tels que le véhicule de commandement de ce détachement de canons automoteur Hummel. Bien qu'obsolète à partir de fin 1942, le Panzer 38T servit de véhicule de contre-guérilla, souvent chargé sur les wagons de transport des trains militaires et utilisé dès que le besoin s'en faisait sentir. Beaucoup d'autres trouvèrent une place à l'arrière du front en tant que machine d'entraînement utilisée par le National Socialist Motor Corps ou NSKK. C'était l'unité motorisée du parti nazi. C'était une formation paramilitaire qui était chargée de préparer l'entraînement des recrues des unités de Panzer et autres unités motorisées de l'armée. Cela incluait l'enseignement des bases de la maintenance et de la conduite. Après 1943, les premiers chars légers furent rejoints par d'autres exemplaires des derniers modèles, tels que le Panzer III et IV. Tous, évidemment, étaient dépourvus d'armement car ils faisaient partie du programme d'entraînement de l'armée pour les candidats qui avaient passé avec succès les cours du National Socialist Motor Corps. Le Panzer II Lynx était un véhicule rare, construit à 100 exemplaires sur une commande de 800 machines et affecté au détachement de reconnaissance blindé des Panzer Division à partir de septembre 1943. La société MAN le construisit jusqu'en janvier 1944 seulement.
Les 100 exemplaires étaient dotés d'un canon de 20 mm, alors que les 700 autres auraient dû disposer d'un canon de 50 mm. L'annulation du programme Lynx conduisit à la production d'un véhicule de reconnaissance conçu à partir d'un châssis de Panzer 38T dont 50 exemplaires furent produits entre février et mars 1943. Le seul document visuel de cette variante de reconnaissance montre 2 de ces engins en action en Pologne en 1945. Les chars légers arrivèrent sur les journaux fin 1944, alors que Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, inspectait la garde d'honneur du Panzerkorps Großdeutschland à Berlin. Trois Panzer II étaient présents en tant que symbole de son statut d'unité d'élite blindée.